Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo! Salut Amy, comment tu vas? Ça va, mon ordinateur est infecté, mon fournisseur d'accès me propose une obsédée sexuelle et j'ai vu plus d'horreur en 4 semaines de préparation de cet épisode qu'en 30 ans sur cette terre, mais ça va. Bienvenue donc dans cet épisode consacré au porno. Eh ouais. Oui, bah moi aussi je me disais, il faudrait pas que je meure maintenant, que quelqu'un découvre mon historique récent, parce que j'aurais honte jusque dans ma tombe. Oui, effectivement, je sais pas pourquoi on passerait. Bon, on a eu l'idée de faire cet épisode sur le porno parce que la sexualité c'est un domaine dont les femmes sont encore passablement exclues et que de s'éduquer à la sexualité, au consentement et au plaisir, c'est un sujet qui est quand même éminemment féministe. Dans son livre « Jouir en quête de l'orgasme féminin », Sarah Barmak dit que la recherche de l'égalité sur le plan sexuel participe au débat actuel sur le droit des femmes. Elle touche au bien-être, à l'autodétermination et au consentement. Et donc, on va parler de porno aujourd'hui, on va parler d'à quel point ça influence nos manières d'approcher le sexe. On va déconstruire tout ça avec vous, chers auditeurs et auditrices, et on se donnera des pistes pour cheminer vers une sexualité plus égalitaire. Et donc on va commencer tout de suite avec une conférence en ligne à laquelle Mélo et moi avons assisté au mois d'avril. Oui, exactement. Donc on a assisté à cette conférence sur le porno qui a été donnée par Gail Dines, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs. Gail Dines, j'aurais dit. Gail Dines, ouais. Bon, alors on va y aller pour Gail Dines, et qui a été organisée par l'association Oser le féminisme. On a trouvé cette conférence passionnante, mais déprimante. En tout cas, moi j'étais mal en sortant. J'ai vraiment compris l'impact du porno sur les individus, sur les hommes, sur les femmes, mais aussi sur les enfants et sur la manière dont sont façonnées nos sexualités à cause de ça. Donc on va résumer ce qui a été dit durant cette conférence pour que vous puissiez un petit peu savoir les enjeux et les aboutissants. Donc pour bien comprendre ce que représente le porno, voici quelques chiffres. Donc les sites porno ont plus de trafic mensuel que Netflix, Amazon et Twitter réunis. Donc voilà, il faut bien prendre conscience de ce que ça représente. C'est plus que Netflix, Amazon et Twitter ensemble. Ensemble. Pour Pornhub, par exemple, en 2019, c'est 42 milliards de visites. Donc ça fait environ 100 millions de visites quotidiennes et 962 recherches chaque seconde. Ouais, et je te coupe 2 secondes, juste pour se donner une idée. C'est la population du Canada, de l'Australie, de la Pologne et des Pays-Bas, donc encore une fois ensemble, qui visiteraient tous Pornhub en un jour. Donc toutes les personnes habitant dans ces pays qui visiteraient tous ce site en un jour. En un jour, c'est monstrueux, hein? Ouais. La plateforme, elle a mis en ligne 4,79 millions de nouvelles vidéos et créé plus d'1 million d'heures de nouveaux contenus. Dans le top 5 des pays visiteurs, il y a le Royaume-Uni, les États-Unis et la France. Et sur 304 scènes analysées, 100% des vidéos les plus visionnées contiennent des violences contre les femmes. 100%. Donc toutes les vidéos les plus visionnées, elles contiennent des violences contre les femmes. Donc le contenu du porno mainstream, c'est le gagging. Tu prononces ça comme ça en anglais? Gagging. Okay. Gagging, ouais. Alors, gagging, c'est mettre le pénis si loin dans la gorge que ça étouffe la partenaire. Ouais, gag, c'est étouffé en fait. Si tu bois quand tu ça. bois quelque chose, par exemple, tu te dis tu sais, ça passait de travers, tu gagues quoi. C'est le réflexe de vomissement en fait presque. Le reflet, voilà, c'est ça. Le gag, ouais. Ok. Gagging reflex, ouais. Alors voilà, c'est ça. C'est étranglement, c'est sexe anal brutal, c'est éjaculation faciale, tirer les cheveux, fesser et puis cracher au visage. En d'autres termes, la pornographie, c'est de la violence contre les femmes qui est perpétuée par les hommes. C'est une horreur, c'est une horreur. C'est vraiment le porno mainstream, c'est ce qui se trouve le plus facilement. Et c'est quelque chose en 2 clics. Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est pas qu'on a besoin d'aller chercher des pratiques un petit peu spéciales ou un petit peu uniques. C'est vraiment ce que tu trouves quand tu vas sur ces sites, Pornhub, YouPorn, etc. C'est vraiment ce qu'il y a en général, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué par le passé, et notamment dans notre épisode 4 qui était consacré au sexisme sur les écrans. C'est qu'en fait, la société patriarcale, elle fait des femmes des objets et des hommes des sujets. Et ça a vraiment des réels impacts sur les individus. Il y a des études qui ont démontré que plus une jeune fille ou une femme se considère comme un objet, plus elle risque de souffrir d'anxiété, de dépression, de dégoût de son propre corps.
Et plus aussi elle risque d'adopter des comportements qui sont dangereux, qu'ils soient dans sa vie de tous les jours ou des comportements sexuels dangereux également, plus elle a de risque d'avoir des pensées suicidaires, d'arrêter l'école, de s'automutiler, etc. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de ce que la société, dans son ensemble, fait à nos filles, à nos copines, à nos sœurs, et même à nous-mêmes, hein, finalement. Et même à nous-mêmes, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc le male gaze dont on parlait dans l'épisode précédent sur le sexisme sur les écrans, comme tu viens de le dire, et le male gaze il est partout et il amplifie d'autant plus l'objectification des femmes. Si on regarde les affiches dans les villes, les femmes ils sont mises en scène dans des poses fondamentalement male gaze, c'est-à-dire qu'elles sont là pour plaire au regard masculin. Et le sous-texte de ces pubs, et ça je m'étais jamais fait la réflexion, c'est en regardant cette conférence que j'ai réalisée, le sous-texte de ces pubs c'est baise-moi. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça montre ça. On dit ça aux jeunes filles et aux femmes, c'est soyez baisables ou soyez invisibles. Et on les force à entrer dans ce schéma. Il n'y a pas de juste milieu. Non, il n'y a pas de juste milieu, hein. C'est ça. Hein. Ouais. Et là, je fais une petite parenthèse parce que j'y ai pensé cette nuit. C'est quelque chose que j'avais déjà lu et puis ça m'est revenu. Je me suis dit, on allait le mettre dans l'épisode. Tu vois les photos des stars ou des meufs sur Instagram, quand elles se prennent en photo, où en fait elles sont de dos et puis elles regardent comme ça. Par-dessus l'épaule. Voilà, comme ça. Enfin, je mettrai dans le montage, on mettra une photo pour voir. Mais en fait, cette pose, elle est fondamentalement male gaze. Parce qu'avec cette pose, en fait, tu vois les fesses, tu vois les seins, si elles se retournent suffisamment, tu vois le visage. Et c'est vraiment une pose qui est là pour satisfaire le regard masculin. Et voilà, après je dis c'est pas mal de prendre ce type de pose, mais juste qu'on comprenne d'où ça vient et puis pourquoi en fait les actrices se mettent tout le temps comme ça. Voilà. Ouais. Rien n'est innocent. Hein. Ça c'est quelque chose dont on parle souvent aussi. C'est qu'il y a beaucoup de choses où on se dit, typiquement ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu te dis oui, c'est juste une pose pour une photo, mais il y a une construction derrière, il y a un cheminement de pensée. Et même si c'est pas conscient, même si tu vas pas te dire je vais te montrer mes fesses et mes seins, je vais me tourner en regardant par-dessus mon épaule pour faire ci, pour faire ça, c'est notre construction. Et notre construction, on va en parler dans un petit moment, elle est due à la culture, elle est due à la musique, les films, le porno, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc du coup, les garçons et les hommes, ils voient toute la journée sur des affiches des femmes qui leur demandent de les baiser. Et puis nous, les petites filles et les femmes, on voit toute la journée des femmes qui demandent à être baisées. Donc depuis la naissance, la société, elle traîne les petits garçons dans le patriarcat. On sait aujourd'hui que le premier visionnage d'un porno se fait en moyenne à 11 ans. Et à 11 ans, un enfant, il n'est pas prêt à voir la violence des sites porno. Hein. Et on voit qu'il y a des petits garçons qui deviennent accros au porno. Et on constate une augmentation des viols de petits garçons sur des petites filles. Donc ce sont des garçons qui ont entre 8 et 11 ans qui violent des petites filles âgées entre 3 et 7 ans. Gail Dines explique que le porno et la façon dont les femmes sont mises en scène dans les pubs contribuent à faire des hommes des violeurs. Elle dit que le viol, c'est pas une déviance, c'est ce à quoi mène le patriarcat. D'ailleurs, elle dit que la société pense toujours que les féministes détestent les hommes, mais en réalité, les féministes pensent que les femmes et les hommes naissent pareil, que les hommes sont capables d'être sensibles et que voilà, ils naissent pas en étant des grosses brutes. Mais que ce sont les créateurs du porno qui sont des haïsseurs d'hommes et qui en créent des violeurs. Ouais, et je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. C'est que on doit réaliser que notre société, on socialise 50% de la population à devenir des objets sexuels et les autres 50% à devenir des agresseurs. Les garçons, ils sont socialisés à lier le sexe avec la dégradation des femmes. Et le message là derrière, encore une fois, rien n'est innocent. Le message c'est, plus tu dégrades, plus c'est bon. C'est hyper dangereux dans la construction. Il y avait eu un sondage qui avait été fait, lors duquel on avait demandé à des jeunes hommes pourquoi leur fantasme c'était de terminer un rapport sexuel avec une éjaculation faciale. Et les réponses c'était parce que c'est fun, parce que ça me donne du pouvoir sur ma partenaire et parce que je sais qu'elle déteste ça. Et je pense, rendons-nous compte, aujourd'hui il y a une génération entière de jeunes gens qui pensent qu'un rapport sexuel normal, et je mets normal entre grands guillemets, mais qu'un rapport sexuel standard, ça se termine par une éjaculation faciale. Oui, et il y a des effets concrets, des effets qui sont concrets et mesurables, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur la santé des hommes après 40 ans d'existence de films porno,
Et on voit que ça fait les effets suivants. Donc, les hommes ont une capacité limitée à l'intimité. Ils sont plus enclins à utiliser des tactiques contraignantes, notamment le sexting. Ils sont plus enclins à avoir des comportements sexuels dangereux. Ils sont plus enclins à agresser sexuellement et à violer, comme on vient de le dire. Ça augmente l'anxiété et la dépression chez eux. Ils développent une tendance au site porno. Et puis, ça fait aussi des dysfonctions érectiles. Un autre impact du porno, c'est que ça augmente la pédocriminalité. Les catégories teens sont un réel problème. Teen, c'est adolescent. Hein. La traduction de teen, c'est adolescent. Voilà, parce qu'en fait, c'est tous les âges qui finissent par teen. Hein. 16, 15, c'est ça, hein? Oui. Oui, je crois que ça. Donc, les tags de la catégorie teen, il y a petit sein, je mets entre guillemets, défloration d'une chatte vierge, première fois. Et voilà, donc le porno sur Internet, ça attire pas simplement l'attention des personnes qui ont déjà des intérêts pédocriminels existants, mais ça contribue à la cristallisation de ces intérêts chez des personnes qui, à la base, n'avaient aucun intérêt sexuel explicite pour les enfants. Je vais y arriver. Et puis pour conclure, Gail Dines, elle propose de renommer la pornographie en images d'agression sexuelle sur des femmes, afin que ça nous aide à saisir la réalité du porno en tant que documentation, distribution et consommation de violences contre les femmes. Ouais. Et moi je me rappelle, ça m'avait choquée à la base. Quand elle a dit ça dans la conférence, j'étais un peu prise de court, on va dire. Mais je pense que si on prend en compte l'effet de normalisation, dont on parle très très souvent dans ce podcast, je pense qu'en fait elle a raison. Le porno c'est tellement banalisé, c'est tellement abondamment consommé, que ça s'insinue insidieusement dans nos couples, dans nos têtes et dans la sexualité des couples hétérosexuels. Et en fait, faire du sexe comme dans un film porno, ça devient normalisé. Et plus on le voit, plus ça le normalise, moins on se pose de questions et plus on a tendance à le répéter. Et quand on voit les statistiques, c'est pas étonnant que nos imaginaires soient pollués par le porno. On n'est pas en train de vous accuser, de dire vous en regardez trop, etc. Mais l'autre a donné les chiffres un petit peu plus tôt. Rendons-nous compte, 100 millions de visites quotidiennes dans le monde. Il faut vraiment comprendre qu'avec ces statistiques, le porno, comme le reste de notre culture, les films, les séries, les chansons, ce dont on a parlé un petit peu plus tôt, ça fait partie d'un tout qui va structurer notre imaginaire et structurer notre manière de faire du sexe. Et quand on voit les catégories les plus recherchées, dont tu viens de parler, le gagging, l'étranglement, le sexe brutal, l'éjaculation faciale, se faire cracher au visage, c'est effrayant. C'est vraiment horrible. C'est pas juste une façon de pratiquer le sexe parmi tant d'autres qu'on peut trouver, etc. C'est ce qu'on disait avant. C'est ce que tu trouves en 2 clics. C'est le plus courant. Et c'est de la violence. Et c'est de la violence contre les femmes. Ouais. Et dans la société patriarcale, en fait, les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, elles se retrouvent partout. Et les relations hétérosexuelles n'échappent pas à la règle. Il y a des enjeux de domination dans les couples hétérosexuels et ces enjeux, ils se retrouvent évidemment dans la sexualité. Et comme le dit Martin Page dans son livre « Au-delà de la pénétration », je sais pas si on voit. Oui. Voilà, la sexualité n'est pas en premier lieu la jouissance, mais bien plutôt la perpétuation de la domination et des lois sociales. C'est un rappel à l'ordre. Voilà, c'est assez frappant de constater à quel point ces relations de pouvoir, elles se cristallisent dans nos sexualités. Les doubles standards, ils sont vraiment très nombreux et on peut dire qu'on n'a pas tous et toutes le même droit à la sexualité. Parce que la sexualité des hommes, elle est légitime. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Mais ils ont le droit d'en parler, ils ont le droit de s'en vanter, ils ont le droit d'avoir plusieurs partenaires sexuels. C'est vraiment pas du tout mal vu. Et tout ça, c'est pas du tout le cas pour les femmes. Et ça, on le disait dans notre épisode sur la musique, avec Cardi B, par exemple, et sa chanson WAP. Ouais. L'autre truc, c'est que le porno, c'est créé par et pour des hommes. Et en écrivant l'épisode, je me suis imaginé la situation inverse, en fait. Une situation où les femmes s'étaient mises à créer des dizaines et des dizaines de millions de vidéos dans le seul but d'être un support de masturbation pour les autres femmes. Donc ce seraient des vidéos dans lesquelles chaque rapport se termine sur des cunis faits par des hommes sur des femmes et dont la dernière image représente des hommes au visage entièrement barbouillé de cyprine. Ce seraient des vidéos avec des titres comme « Ce gros cochon ne peut pas s'empêcher de lécher tes beaux clitos ». On a beaucoup travaillé sur cet épisode, je pense que ça se voit. Ou « Baise avec un adolescent ou petite boule sur mon canapé ».
ou petit jeune obsédé qui crie pendant que je le sodomise avec un god. Enfin, voilà, ça pourrait être des trucs comme ça. Et on pourrait même encore aller plus loin, pour aller dans le même délire misogyne que les hommes, en allant dans la misandrie et en créant des vidéos où des femmes étranglent des hommes pendant qu'elles les baisent, des vidéos où des femmes pénètrent des hommes avec des plugs anaux de manière brutale, en leur tirant les cheveux sans leur demander leur avis. Et puis les réalisatrices, elles feraient faire des cris de plaisir à tous ces petits hommes qu'on utilise comme des objets. Là, ça fait bizarre, hein? Ouais, c'est pas... Ouais. Ça choque, bizarrement. Non, mais ça choque hein, quand on le fait dans l'autre sens. Hein. Et en fait, c'est souvent comme ça, quand on a une situation qui nous paraît normale, on est tellement habitué et on la met juste dans l'autre sens. Et en fait, on se rend compte à quel point ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ouais, non, c'est délirant. Enfin, voilà, c'est vraiment délirant. Ouais, voilà. Ouais. Bon, je ris parce que déjà je trouve que c'est très drôle, mais en fait, en t'entendant le dire, je me rends compte que déjà j'y avais jamais pensé. C'est pas quelque chose que je fais et que je pense que nos auditeurs et auditrices font forcément, comme tu dis, d'échanger les relations un peu de pouvoir. Alors voilà, c'est de l'ignorance. Je pense aussi qu'il n'y a pas grand monde qui regarde du porno pour le côté analyse de contenu, hein, clairement. Non mais enfin, voilà. Mais c'est vrai, quand je t'entends dire ça, mais ça me saute aux yeux en fait. C'est ce que tu dis, c'est créé par des hommes, pour des hommes. Ça s'inscrit dans la société qui est patriarcale et qui est misogyne. Et surtout, ça promeut une sexualité qui est uniquement centrée sur le plaisir masculin, tout en parallèle, en mettant en avant une image dégradante de la femme. Dégradante, soumise, etc. Et c'est vraiment affligeant de se rendre compte à quel point nos sexualités et nos imaginaires, ils sont influencés et vraiment même, je dirais même empoisonnés par l'imaginaire porno. Je vais citer Martin Page qui dit « Beaucoup d'hommes hétérosexuels ont un plaisir à se croire supérieurs et à dominer les femmes. Ils ont pénétré, ils sont victorieux. Tant qu'on n'aura pas parlé de ça, tant qu'on n'aura pas mis fin à tout sentiment de victoire et d'humiliation, tant qu'on ne foutra pas la honte à ce type de comportement et d'individu, il y aura peu de changements dans les relations femmes et hommes. » Et je pense que vraiment, c'est important de se rendre compte que laisser aux hommes le contrôle de nos imaginaires collectifs, ça conduit au porno mainstream, qu'on connaît, hein, qui encore une fois 2 clics et on y est. Et ça met les femmes en position d'objet, ça met les hommes en position de sujet, et ça met le focus, ça met l'attention sur une sexualité qui est essentiellement pénétrative, un grand sexisme, une grande misogynie, et des violences dans la majorité des vidéos. Tu disais avant Mélo, c'est le porno mainstream, c'est 100% de violence, qu'elle soit entre guillemets petite ou grande violence. Et ça va pas du tout, d'autant plus que c'est vraiment une espèce de serpent qui se mord la queue. C'est le porno qui est violent, qui nourrit la société, et la société qui est violente qui nourrit le porno. C'est une espèce de système qui se nourrit mutuellement et ça ne meurt jamais. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, après, ces pratiques, elles viennent jusque dans nos chambres à coucher. Alors là, avec ce podcast, voilà, on ne veut pas juger la sexualité des gens, mais non, je pense qu'il faut qu'on s'interroge collectivement sur nos manières de faire du sexe. Pourquoi est-ce qu'on utilise un vocabulaire si dénigrant quand on parle d'une femme qui fait l'amour? Pourquoi dit-on que les femmes se font démonter? Enfin, qui n'a jamais... Enfin, franchement, moi, j'ai déjà assisté à des groupes d'hommes qui se racontent entre eux leurs exploits sexuels. Mais franchement, c'est dramatique. Je l'ai défoncé. C'est vraiment dramatique. Oui, et ils sont là, ils rient gras, et puis enfin, t'es là, puis en plus, ça doit être des coups terribles, quoi. En plus, ils doivent être excessivement mauvais. Enfin, et voilà... Et t'as dit quoi? J'ai dit probablement, oui. Oui. Ça me dit rien de bon déjà de base. Hein. Non, vraiment. Et en fait, on peut aussi se demander pourquoi est-ce que les hommes ils trouvent excitant d'étrangler leur partenaire pendant un acte sexuel? Si ça a été demandé, si c'est consenti, tout ça, ok, mais déjà rien que de base, pourquoi est-ce que de faire du mal à l'autre? En fait, si on revient à la base, si nos esprits n'étaient pas pollués en rien, en quoi est-ce que ça nous excite de faire du mal à l'autre? Enfin, déjà rien que ça. Ouais. Et puis voilà, Maya Mazorette, elle dit dans son livre, on vous mettra toutes les références à la fin, et dans Sortir du trou, lever la tête. Voilà. Oui. Elle dit « Il n'est pas innocent dans une société de violence où l'on diminue les femmes de choisir la violence comme jeu sexuel. Il n'est pas innocent qu'elle soit banalisée, décomplexée, dépouillée de sa charge pour s'afficher en pleine page des rayonnages de librairie, partout sur nos écrans, en tout recoin de nos esprits. » Ouais, et je te coupe 2 secondes, hein, mais
si c'était pas pendant le sexe, je pense que ces actes, ils seraient pas vraiment considérés comme acceptables. Ce serait considéré comme la violence domestique. Alors, il y a un gros problème avec la violence domestique, c'est que officiellement c'est pas accepté, et puis officieusement, quand une femme est battue ou agressée ou abusée, c'est toujours très 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 compliqué d'avoir la justice de son côté. Mais je pense qu'il y a quand même une espèce d'impunité, entre guillemets, d'impunité collective, dans l'esprit collectif du porno. Et comme tu l'as dit par contre, alors voilà, si c'est une sexualité qui convient aux deux partenaires, grand bien leur face. On n'est pas là pour juger, vous faites ce que vous voulez dans votre chambre à coucher. Mais c'est quand même important de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne nous choquent pas parce que c'est derrière des portes fermées, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, en plus, les chiffres de différentes études menées régulièrement sur la sexualité, ça, c'est vraiment un truc qu'on entend depuis toujours, quoi. Enfin, on voit que les femmes et les hommes sont inégaux dans l'accès à l'orgasme et que les femmes, elles sont plus insatisfaites sexuellement que les hommes. Et le fait que le porno et notre culture soient obnubilés par la pénétration, ça semble en être une des causes quand même. Si on s'y penche 5 minutes, on voit qu'il y a un schéma dans les relations sexuelles hétéros qu'on apprend tous et qu'on reproduit tous et toutes bien comme il faut. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle les préliminaires, avec la fellation et parfois le cuni, et je pense d'ailleurs que la fellation est beaucoup plus systématique que le cuni. Ensuite, il y a la pénétration, et ensuite, il y a la fin du rapport lorsque l'homme a éjaculé. Et certains et certaines, comme on l'a vu, ajoutent un petit peu là-dedans des violences à l'égard de la partenaire, en général de la partenaire féminine. Donc, quand on prend le temps d'y réfléchir, cette vision normée de la sexualité est vraiment très ennuyante. Quand on sait en plus que ça ne convient pas à la majorité des femmes et que ça ne leur permet pas d'atteindre l'orgasme, pas étonnant qu'elles se détournent de la sexualité. On va encore une fois citer Maya Mazoret, elle dit « Les positions du Kama Sutra équivalent gastronomiquement à s'enfoncer des saucisses dans la gorge comme seul aliment à chaque repas toute sa vie. La même saucisse de Francfort, agrémentée les jours de fête d'un doigt de moutarde. Ah, Maya. Le gavage des orifices. Se nourrir plutôt que manger, remplir plutôt que faire l'amour. Mais qu'espérait-on exactement? Si la sexualité est un trou, il ne pouvait rester qu'une liste de positions, entre parenthèses, une liste de pénétration. La sexualité du trou n'ampute pas seulement les humains, elle ampute les livres, elle ampute les imaginaires. Et c'est d'autant plus tragique, ce dont tu viens juste de parler, qu'une étude qui avait été faite indiquait que lorsque les femmes se masturbent, elles atteignent l'orgasme dans 95% des cas, 95% pour nos amis français. Lors d'un premier rapport sexuel avec une autre femme, elles atteignent l'orgasme dans 64% des cas. Par contre, lorsque c'est un premier rapport sexuel avec un homme, c'est 7%. Donc je pense que le problème, c'est dramatique. C'est dramatique. Et je pense vraiment que le problème, c'est pas la capacité des femmes à atteindre l'orgasme, c'est vraiment le scénario dont tu viens de parler, le scénario que tu viens d'évoquer. Exactement, ouais. Et il y a cette idée répandue que l'orgasme féminin, ça serait quelque chose de mystérieux, d'insaisissable, de difficile à atteindre, alors que de l'autre côté, celui des hommes, c'est simple, rapide, efficace. Et puis, en partant de cette croyance et en partant aussi du schéma classique qui veut que l'acte sexuel soit une pénétration qui se termine par l'éjaculation de l'homme, on se retrouve dans la situation suivante. Donc, les hommes ont des orgasmes à chaque rapport, pendant que les femmes s'ennuient. La libido des hommes, elle est alimentée en permanence, et celle des femmes, elle est en chute libre, avec l'envie de s'y consacrer qui disparaît de la même manière. Les hommes ont souvent envie de faire du sexe, les femmes beaucoup moins. Et encore Maya qui nous dit « Si les femmes en règle générale ont moins envie que les hommes, c'est parce que cette sexualité basée sur le concept du trou à remplir est conçue pour satisfaire les hommes et non pas les femmes. Et comme partout, plus on s'ennuie, moins on s'implique. » Et Martin Page va aussi dans le même sens en disant « Si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Le but de la pénétration, au fond, n'est pas le plaisir des deux partenaires, mais en premier lieu celui de l'homme, puis éventuellement celui de la femme. C'est l'instauration d'une relation inégalitaire comme modèle. Imagine-t-on que si seuls 25% des hommes avaient du plaisir et arrivaient à jouir par la pénétration d'un vagin avec leur pénis, cette pratique serait aussi générale. Les femmes qui ne jouissent pas par pénétration d'un pénis dans leur vagin ne sont pas malades, pas folles, pas insensibles, elles n'ont pas un problème à régler. » Plus fort pour les deux du fond. Oui, exactement. Non, mais c'est... Oui. Et ouais.
C'est fantastique. C'est fantastique, oui. Et moi, je vous le dis, mesdames, vraiment, les orgasmes féminins, ça aussi, il faut qu'on arrête. C'est pas dans la tête, c'est pas du lâcher-prise. Ça, c'est encore vraiment des conneries pour nous faire culpabiliser et nous faire sentir responsables. Pendant que de l'autre côté, les types, ils se remettent pas en question 5 minutes. Et pendant que collectivement, on n'est pas en train de s'interroger sur est-ce que c'est pas notre manière basique de faire du sexe qui ne fonctionne pas. Parce que les orgasmes féminins, ils sont autant mécaniques que les orgasmes masculins. Si les femmes y ont moins accès que les hommes, c'est comme je viens de le dire, c'est parce que le schéma type des relations sexuelles hétéro dont on vient de parler, ils ne sont pas adaptés à nos corps. Et les femmes peuvent aussi avoir un orgasme en 1 minute. Et si vous ne me croyez pas, essayez de vous acheter un womanizer et vous viendrez nous en redonner des nouvelles. Ah, donc le truc, c'est straight to the point et ça sait ce que ça... Oui, voilà. C'est ce qu'il fait, ça marche. Donc, un autre point important que souligne Maya, c'est que les femmes n'ont aucun support décent où poser leur désir. Les hommes, ils ne savent pas le susciter parce qu'ils ne disposent pas des techniques érotiques permettant de s'auto-érotiser. Et les femmes elles-mêmes, elles ne savent pas comment inventer cette culture-là. En d'autres termes, les hommes voient toute la journée des images de femmes qui font monter leur désir sexuel. Et ce n'est pas le cas des femmes. On voit vraiment que rarement des hommes sexy, que ce soit sur des affiches géantes ou dans la rue, quoi. C'est un problème. Parlons de ça, c'est un problème. Mais oui, évidemment que c'est un problème. Mais vraiment. C'est un problème d'inégalité. Clairement. Voilà, c'est ça. En fait, les femmes, elles érotisent pas les hommes comme les hommes érotisent les femmes au quotidien. Et puis, voilà, enfin, là-dessus, si vous voulez en savoir plus, on vous conseille vraiment d'écouter l'épisode des coups sur la table dans lequel Maya, elle en parle très bien. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir que les hommes, en fait, se chargent, si on peut dire, d'une manière sexuelle toute la journée. Et que nous, en fait, on n'a jamais rien de vraiment... Qui nous met dans le mood, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, du coup, on a les bases de ce qui va pas. Et on va du coup se pencher sur la déconstruction des rapports sexuels hétéros et voir aussi qu'il y a d'autres scénarios qui sont possibles. Par exemple, au hasard, que le sexe un rapport sexuel n'est pas toujours égal à pénétration. Effectivement, ça, c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête et des esprits. Une relation sexuelle ne se limite pas à la pénétration. Donc il faut aussi qu'on arrête de considérer les préliminaires comme des préliminaires, mais il faut qu'on les considère comme faisant partie du sexe à part entière. Le sexe, ça peut être tellement plus intéressant qu'un pénis dans un vagin. Alors, on ne veut pas dire qu'un pénis dans un vagin, c'est nul et c'est mal, mais ce qu'on veut dire, c'est que comme on l'a vu plus haut, il y a tellement d'autres possibilités et d'options à explorer que c'est dommage de se limiter à une seule chose et de réduire nos sexualités à cette option-là. D'autant plus que les études le montrent, la pénétration, ce n'est pas le meilleur moyen pour les femmes d'avoir un orgasme. Et de l'autre côté, les hommes, ils se sont persuadés que seul leur pénis est une zone érogène, alors que c'est faux. Donc, en arrêtant de faire tourner nos relations sexuelles autour de la pénétration, on sera tous et toutes gagnants. Deuxième point, c'est qu'un rapport sexuel ne se termine pas forcément par une éjaculation. Et je me souviens du moment où j'ai entendu ça. C'était au spectacle de Marina Rollman en 2018. Mais ça m'a fait une explosion dans ma tête. J'ai cru que un autre monde s'est ouvert à moi. Et je ne l'avais jamais réalisé. Un rapport sexuel peut ne pas se terminer par une éjaculation. C'est fou de réaliser ça à nos âges, franchement, quand ils pensent. Et moi, je me rappelle, j'ai eu la même réaction que toi. J'étais là, wait, what? Tu sais? Et en fait, tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, c'est vrai, nos sexualités, elles sont tellement construites autour du pénis en érection et du plaisir des hommes qu'en fait, on a complètement oublié qu'il y a d'autres manières d'avoir une relation sexuelle et d'autres manières de terminer une relation sexuelle. Dans le spectacle de Marina Rollman dont tu parles, on vous le conseille vivement, on vous mettra les liens. Marina Rollman, cœur avec les mains, on t'aime. Fabuleuse. Non, Marina Rollman est absolument fabuleuse. Oui. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Si vous la connaissez, allez la revoir. Marina Rollman, on t'aime. Bref, dans son spectacle, donc, elle explique, et elle explique toujours très bien, c'est très drôle, elle explique en fait qu'elle parlait sexe avec des copines lesbiennes et que la question qui revenait, c'était, ok, dans un couple hétéro, le rapport s'arrête après l'éjaculation masculine. Mais du coup, quand tu as un rapport lesbien, quand est-ce que ça s'arrête? Et en fait, elle dit, mais ça s'arrête jamais, tu continues comme ça pour toujours. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, et moi qui m'a fait vraiment prendre conscience de ça, c'est que le rapport, il peut s'arrêter à plein de moments,
Par exemple, et je dis ça au bol, hein, je dis mais par exemple, quand les deux partenaires ont eu un orgasme, pas seulement un. C'est une idée comme ça, hein, je pose ça là. Mais bon, j'essaye pas d'essentialiser les relations lesbiennes, mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment ça se passe dans les couples où il n'y a pas d'homme et du coup il n'y a pas ce sacro-saint pénis, il n'y a pas d'éjaculation et donc où la logique et la dynamique, elles doivent être réinventées et donc elles sont forcément différentes. Puis après voilà, hein, je veux dire, je veux balancer personne sur le bus, mais enfin, je doute que les rapports lesbiens ils se finissent avec une des deux partenaires qui roule sur le côté comme ça, en demandant à l'autre avec un air satisfait, alors t'as joui. Bon, c'est une caricature, mais le simple fait que cette question elle soit posée après que le partenaire masculin il est roulé sur le côté, donc décider d'arrêter les festivités, c'est en soi un problème. Poser la question c'est bien, c'est même excellent, mais poser la question alors qu'on vient abruptement de décider spontanément et sans en parler d'arrêter le rapport, ça c'est unilatéralement. C'est ça, merci, c'est le mot que je cherchais, c'est ça. Voilà, c'est une décision qui est prise unilatéralement, c'est déjà fait. La personne elle a roulé sur le côté, c'est fait, c'est fini. Voilà. Et ça sert à rien, à part éventuellement à culpabiliser la partenaire féminine, voire à la pousser à mentir. Je veux dire, le type il a fini, il est déjà à l'autre bout du lit, tu vas pas dire, en fait non. Reprenons. Non mais je veux dire, c'est vrai. Et c'est aussi un truc qui est très féminin, où on nous apprend depuis toute petite qu'il faut faire plaisir aux gens, il faut toujours être... Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me dis, c'est intéressant aussi de penser aux relations homosexuelles, féminines, juste pour réaliser qu'il y a d'autres manières qui existent. C'est ça, ouais. Et du coup, si deux partenaires de même sexe terminent un rapport lorsque les deux ont atteint l'orgasme, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose dans les rapports hétéros? Pourquoi est-ce qu'une fois que l'homme a éjaculé, le rapport il ne peut pas continuer d'une autre manière? Surtout si la partenaire elle n'a pas eu d'orgasme. Donc vraiment, il faut qu'on normalise le fait de terminer un rapport sexuel lorsque les deux parties sont satisfaites. Si c'est le souhait des deux, hein, après chacun fait comme il veut, hein, si c'est le souhait des deux. On a le droit, en tant que femme, de jouir à chaque rapport, nous aussi. Et là, je cite Nicki Minaj, qui a dit dans Le Cosmo en 2015 « J'exige un orgasme à chaque rapport et je pense que les femmes devraient faire pareil. » Yes, girl. Non, mais c'est vrai. Et encore une fois, c'est un truc culturel, mais c'est qu'on va toujours mettre l'autre, le masculin, en avant de nos désirs à nous. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne réalisent même pas qu'elles ont le droit de demander que le rapport il continue. Ouais, c'est ça. On se dit non, mais c'est bon, toi t'as terminé, moi c'était bien quand même. Position d'objet, position de sujet. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc un autre problème, c'est que dans le porno, donc il y a la mise en avant du plaisir masculin au-dessus du plaisir féminin. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est une autre partie du problème dans le porno mainstream, c'est que, comme on l'a dit, ce sont des vidéos qui sont faites par des hommes pour des hommes. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit dans toutes les vidéos des femmes crier et donner l'impression qu'elles vivent leur meilleure vie. Alors que, comme on l'a vu avant, on sait que dans la réalité, la pénétration, c'est loin d'être la panacée au niveau du plaisir féminin. Et c'est quand même vraiment à se taper la tête par terre de voir à quel point les représentations des relations sexuelles dans le porno sont si éloignées de la réalité. On nous fait croire que le plaisir des deux partenaires est important, mais en réalité, il n'y a que le plaisir masculin qui compte dans le porno. Les positions adoptées, la manière dont c'est filmé, tout est fait pour mettre en avant le plaisir masculin. Le plaisir féminin, il est optionnel ou il est comme s'il allait de soi, en fait. C'est comme s'il suffisait d'être pénétré pour atteindre le 7e ciel. Ouais. Comme si nous, les femmes, on n'attendait que ça pour être comblées sexuellement. Et je pense que si les femmes s'emparaient du porno et créaient des centaines de films, la pénétration, elle n'aurait plus une place aussi prépondérante. Ça serait plus autant au centre du rapport. Dans la majorité des séquences porno, on voit des fellations, on voit des pénétrations, on voit des éjaculations faciales. Il est où le désir et le plaisir des femmes? Alors, je dis pas que les femmes, elles prennent pas de plaisir dans ces situations, mais je me demande, elles sont où les scènes où les femmes sont les sujets de la scène, où la scène elle est consacrée pendant plusieurs minutes uniquement au plaisir féminin. Ouais. Non, mais c'est tout à fait vrai. Et il y a vraiment ce problème de mise en scène performative dans le porno qui laisse justement à croire, comme tu disais, que l'homme, avec son pénis seulement, il peut faire jouir sa partenaire pendant tout le rapport. Pendant tout le rapport. Avant de terminer.
Et je pense que le problème, c'est que ce qui en découle, en fait, c'est qu'il y a passablement d'hommes qui sont du coup dans le même délire, en fait. Ils se prennent pour des super bons coups, alors que leur technique principale, c'est sans les mains. Super. Non, mais ça, mon gars, ça marche sur un vélo. Enfin, ça marche pas au lit. Non, mais c'est vrai. Et ensuite, et du coup, à la fin, donc, après qu'ils ont roulé et posé la question qui fâche, ils sont tout déçus, voire carrément surpris qu'on n'ait pas joui, quoi. Ou alors, dans la même veille, ils tapent leur meilleure technique de marteau-piqueur, vraiment sans le problème. Et ils comprennent pas. Et honnêtement, non, mais c'est ça. Et ils sont tous surpris et tout étonnés. Et encore une fois, j'essaye pas de blâmer. S'il y a des hommes qui nous écoutent, j'essaye pas de vous blâmer, mais c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on vous fait croire, en fait. Mais soyons plus intelligents, déconstruisons, réfléchissons et ayez aussi des discussions plus ouvertes avec vos partenaires. Peut-être que c'est son trip, peut-être que c'est son délire. Si c'est le délire, très bien. Mais je pense que ça marche pas forcément pour la majorité. Et ça vient aussi du fait, et entre autres, du fait que la légende, elle voudrait, comme tu en parlais un petit peu plus tôt, que les orgasmes féminins ils soient plus compliqués à atteindre. Alors honnêtement, si tu veux mon avis, c'est un peu de fainéantise et c'est appuyé par cette vieille théorie freudienne qui affirmait que les femmes devaient atteindre l'orgasme uniquement par pénétration, puisque tout autre biais d'atteindre le plaisir, c'était considéré comme masculin, voire comme un symptôme de folie, les fameuses hystériques. Non, mais Freud, à part ça, juste faut qu'on le remette where he belongs. Hein. C'était un putain de misogyne avec ses théories de merde là, enfin vraiment. Oui. Hein. En fait, il y avait ce concept vraiment que la sexualité clitoridienne c'était soit pour les enfants, soit pour les folles. Ouais. Et donc que le seul moyen correct pour une femme de jouir, c'était dans le cadre d'un rapport sexuel hétéro, marital et par pénétration. Mais c'est con parce que je veux dire, moi personnellement, j'ai pas lu Freud. Hein, je connais un peu le concept, mais j'ai pas lu Freud. Mais non, c'est quand même, je pense, ça laisse des traces. Évidemment, mais bien sûr, mais évidemment. Ouais. C'est pour ça, hein, c'est aussi pour ça que nos sexualités sont comme ça aujourd'hui. Hein. Ça vient de ces grands penseurs misogynes de 1900, quand on n'entendait qu'eux, et puis qu'on se réfère toujours à eux aujourd'hui. Ouais. Alors qu'en fait, il faut quand même replacer dans le contexte. Souvent, tous ces types, en plus, c'était des gros connards, et c'est des putains de misogynes. Hein. Ouais. Non, complètement. Complètement. D'ailleurs, je lisais un truc justement sur Freud, qu'à l'époque... si les femmes elles étaient hystériques, donc ils appelaient hystérique une femme qui avait du désir sexuel, etc. Là, donc il y avait plusieurs façons de les traiter, mais une des façons de les traiter, c'était de leur donner des orgasmes médicaux. Donc c'est quand même intéressant que tu peux atteindre l'orgasme d'une certaine manière, mais que si t'es folle, il y a quelque chose qui pensez-y, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Et t'ajoutes à ça le manque de représentation de stimulation du clitoris dans le porno mainstream, plus, ce dont tu parlais, la manifestation bruyante et constante de plaisir lors des scènes de pénétration. Et là, c'est ding, 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 celle de jackpot. Hein. Les hommes, ils pensent que c'est comme ça que ça marche. Encore une fois, on ne vous blâme pas, et on ne blâme pas les conjoints, etc., ou les hommes qui nous écoutent, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, les femmes, on se sent anormal de ne pas arriver à jouir, en fait. Et du coup, la conséquence, et ça, écoutez, entendez-le bien, 2/3 des femmes montent sur le plaisir contre 1/4 des hommes pour rassurer le partenaire. Et en parallèle, on a le plaisir masculin qui est soi-disant plus facile à atteindre. Et donc, vu que c'est plus facile, il est placé au-dessus du désir féminin. Et donc, ça crée un double standard. Nous, on adore ça, les doubles standards. On adore les doubles standards. C'est quelque chose qu'on adore ici à Lausanne, New York, c'est fabuleux. Mais c'est très intéressant. Et un autre double standard, spécialement dans le porno mainstream, c'est aussi les sécrétions sexuelles. Oui, exactement. Donc c'est dans le fait que le sperme est toléré, admis et glorifié même, hein, alors que la cyprine, elle est cachée. C'est comme si elle n'existait pas. Ouais. C'est comme si c'est quelque chose qu'on ne devait pas montrer. Dans le porno, vraiment, si on regarde, on voit des litres de sperme dans toutes les vidéos. Non, mais des litres de sperme sur les visages des actrices qui semblent adorer ça. Pendant que de l'autre côté, on voit jamais une seule goutte de cyprine. On voit rarement, vraiment très rarement, un sexe féminin lubrifié. Ouais. D'ailleurs, on voit aussi que très rarement des sexes féminins tout court. Hein. Le plan, il s'arrête généralement un peu avant au mont de Vénus ou alors le gros plan le montre pendant une pénétration. Et d'ailleurs, il a été dit que les actrices doivent s'essuyer régulièrement entre les prises afin de toujours montrer un sexe tout sec. Tu sais que c'est un job, hein, à part ça, je te coupe 2 secondes. C'est un job sur les tournages, ça fait partie de maquillage, etc., préparation.
où il y a des assistants et assistantes entre les prises qui vont essuyer les sécrétions féminines. Donc entre les prises, comme ça, quand ça recommence à tourner, c'est tout sec, tout beau, tout clean. Et encore juste un truc, je reviens à ce que tu parlais, donc des lits de sperme, etc. J'ai appris en faisant les recherches sur cet épisode que le sperme que tu vois dans les films porno, c'en est souvent pas. En fait, c'est souvent un effet spécial, c'est du blanc d'œuf ou du lait concentré ou d'espèces de mixtures un peu maison qui sont mises en scène en fait. À la fin du rapport, il y a une petite pompe que tu vois pas et en fait au moment de l'éjaculation, l'acteur il appuie en fait et ça sort l'effet spécial. Ouais. Et juste qu'on se rende compte, une éjaculation c'est entre 2 et 6 millilitres. Ouais. C'est vraiment rien du tout. Donc encore une fois, c'est quelque chose, ça reste de la mise en scène, ça reste scénarisé. Ouais, c'est ça. Pardon. Ouais. Petite parenthèse. C'est très intéressant. Mais c'est là qu'on voit que cette injonction à la beauté, au sexe propre, poursuit les femmes jusque dans la sexualité quand même. Et on arrive à des aberrations comme ça. Parce que si on remet après ça dans la réalité, faire du sexe sans lubrification, ça fait mal et c'est pas naturel. Ouais. Donc nous les femmes, on est censées avoir des rapports sexuels sans montrer un seul signe extérieur d'excitation physique. Ouais. Non mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un parallèle avec ce qu'on apprend aux jeunes filles et aux femmes depuis toujours quand même. Hein, une haine de leur corps et du dégoût. Enfin, qui n'a jamais entendu qu'un sexe féminin, ça sent mauvais, que ça sent le poisson, que ça ressemble à une moule. Enfin, quelle femme aussi a jamais passé des longues minutes à se laver correctement avant un rapport afin d'enlever la moindre mauvaise odeur qui pourrait exister? Enfin, les femmes, elles sont conditionnées à penser de cette manière concernant tous les aspects de leur corps. On doit sans cesse travailler à gommer, améliorer, modifier notre état naturel qui ne serait jamais comme il faut. Il y a des produits spéciaux pour l'hygiène intime, il y a du parfum pour le vagin. Et il y a tout un hyper dangereux. Hein. Pardon. Mais c'est hyper dangereux. Ne faites jamais ça. Oui, non, surtout pas. Hein. Ne faites jamais ça. Jamais. Nettoyez l'extérieur, petit cours d'anatomie. Vous nettoyez l'extérieur de la vulve, etc. Mais vous mettez surtout pas des trucs dans votre vagin. C'est auto-nettoyant. Hein. Oui. Pardon. Oui. Quand je vois ces pubs, et tu dis, mais mon Dieu, mais du parfum là-bas-dedans. Mais mon Dieu. Non, mais tu te rends compte, mais... Non, parce que les hommes, ils viennent, c'est McDo, hein, comme as you are, tranquille, vas-y. Hein. Non, mais c'est vrai. Exactement. Donc voilà, il faut vraiment qu'on réfléchisse à tous ces produits-là qui sont inventés pour rendre les orgasmes féminins plus propres et réfléchir à l'impact que ça a sur les représentations des sexes féminins et de l'image que s'en font les hommes et les femmes. Ouais. Parce que comme tu viens de le dire, Rémi, les hommes de leur côté, ils sont beaucoup plus détendus sur la chose. Hein. Ils n'ont pas honte de le sperme, ils ont parfois une notion toute relative de l'hygiène de leur pénis. Hein. Et ça semble leur poser aucun problème. Alors que quand même, soyons clairs, un pénis mal lavé, ça pue, hein, c'est pas un four pyrolyse, ça ne s'auto-nettoie pas tout seul. Non, c'est sûr. Non, c'est ça, hygiène, mais des deux côtés, quoi. Non, mais des deux côtés, voilà, on se lave un petit coup la bite, et puis un petit coup la chatte, avant d'aller... Hein. Donc, normalisons la cyprine comme le sperme, parce que c'est naturel et c'est essentiel. Voilà. Et n'hésitez pas à utiliser du lubrifiant. Voilà. À base d'eau. Voyons maintenant... Pardon, le lubrifiant gras, ça défonce les capotes. Voilà. Très important. À base d'eau. Exactement. Ça fait des trous dans les capotes et après c'est un tout autre problème dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Pardon, c'était le moment minute santé, hein, 36-15 santé. Voilà. Mais donc on normalise la cyprine, le sperme, le lubrifiant. Voilà. Oui. Donc maintenant on va voir comment les corps sont normés dans le porno mainstream avec des mensurations complètement irrationnelles. Ouais. Et pour une fois n'est pas coutume, le traitement il n'est pas réservé que aux femmes. Donc encore une fois, ce dont on va parler, c'est le porno mainstream. C'est pas bien entendu tous les pornos, hein, mais c'est la majorité, on va dire. Les hommes. Donc chez les hommes, on est sur du mec musclé. En général, qui a un sexe assez imposant. Hein. Il y a peu ou pas de diversité. Qu'on parle de couleur de peau, de morphologie, on en reviendra dans un petit moment, voire de taille de pénis. Dans le porno, la moyenne de taille, elle tourne autour des 17 ou 18 cm. Donc j'ai ma petite règle ici pour ceux qui nous regardent en vidéo. 17 cm, c'est... ça, d'accord. Le vagin fait entre 8 et 10 cm, donc c'est ça. Donc c'est bien. Oui, mais ça, je te coupe, mais il est extensible. Alors, c'est extensible, mais c'est pas extensible au-delà. Enfin, t'arrives difficilement à 18 cm de vagin. Hein. Au bout d'un moment, il y a le col de l'utérus, ça va être compliqué. Et ça, c'est aussi un truc qui est important. C'est que, c'est-à-dire, au bout d'un moment, si t'as 5 cm de trop, je sais pas où tu les mets. Hein. Mais tu vas pas pouvoir les mettre dedans. Non, mais c'est aussi un truc, tu sais, cette panique de la taille, etc.
ne mentons pas, la taille compte un petit peu. Mais enfin, au bout d'un moment, encore une fois, je veux dire, si t'as ne serait-ce que 4 cm de trop, je veux dire, c'est pas school over, on le met dans les coins, ça va pas rentrer. Non, mais c'est important de le dire aussi, je pense. Oui, tu vois, oui, ces gars, ils ont des trucs. Moi, sans déconner, des fois, tu regardes, tu te dis, ah non, mais non. Ah non, mais ça, il n'y a pas moyen. Mais non, c'est-à-dire que non. Ça va pas être facile. C'est ça, tu dis non. Tu en laisses la moitié dehors. Hein. Non, tu te le mets derrière l'oreille, il n'y a pas de... Donc bon, donc ça c'est, voilà. Mais juste en parallèle, donc 18 cm, 17-18 cm, c'est ça donc. En 2013, il y a une étude qui a été faite en parallèle aux États-Unis et en Angleterre. Alors, les États-Unis rapportent 14,5 cm, en fait précis, donc c'est ici. Et les Anglais rapportent 13,12. Hein. Alors, bon, c'est peut-être une différence physiologique, ça peut être difficulté d'utiliser les outils de mesure, c'est peut-être la mauvaise foi, je ne sais pas. Mais enfin, encore une fois, on est quand même loin. Ah ouais. En pensant qu'aussi il y a peut-être un peu de mensonge, hein. On est quand même loin de la taille des acteurs porno. Ça met la barre bien haut et franchement, je pense que ça crée aussi des complexes. On va en reparler dans quelques secondes. Bon. C'est vrai. Côté des femmes, elles sont minces, elles sont épilées, elles ont la plupart du temps les cheveux longs, elles ont la police et souvent la peau claire, et la plupart du temps elles ont des gros seins. En général, elles sont aussi super souples, hein, elles doivent se contorsionner à l'infini. Tu vois des trucs, tu te dis mais comment? Tu sais, c'est comme moi, des fois, tu sais, tu es au yoga et tu vois le prof, exactement, tu vois le prof faire un truc et t'es là. Non. Non, bah c'est un peu ça. Dans les pornos, c'est un peu ça. Je peux pas faire ça avec mon corps. Ouais, tu te dis, mais attends, c'est son bras à elle. Ok, bon. Après, le look, il va dépendre aussi des périodes. Hein. Il y a vraiment un effet de mode, mais on est souvent pas très loin du cliché de la blonde platine au sein siliconé. Et au même titre que dans tous les autres médias, quand tu vois ce genre de corps, que tu sois un homme ou une femme, bah, ça crée des attentes et ça normalise des morphologies qui reflètent ni la taille, ni la forme, ni la couleur de la majorité. Donc en soi, c'est un problème. Et donc on l'a vu dans notre épisode sur le sexisme dans les médias, avec les dictats de beauté, ça crée des standards qui sont inatteignables, ça engendre de la dysmorphie. En 2019, il y a une étude qui a été faite sur des hommes adultes. 40% des hommes avec un pénis dans la moyenne ont rencontré un urologue afin de se renseigner sur des procédures d'allongement du pénis parce qu'ils pensaient que leur était trop petit. Et entre 2013 et 2017, 45 000 hommes dans le monde ont recours à de la chirurgie pour augmenter la taille de leur sexe. Alors qu'encore une fois, il y a des problèmes médicaux, etc. Mais encore une fois, au bout d'un moment, plus que tant, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et puis, bah voilà, ces complexes, ils naissent devant les écrans. Et au-delà de l'image de soi et des corps normés, bah, le contenu qu'on recherche sur les sites pornographiques, il joue aussi un énorme rôle dans toute cette histoire. Oui, exactement. Chaque année, Pornhub publie des statistiques, nombre de visites, mots-clés les plus recherchés, tout y passe. Donc, quand on regarde les statistiques de 2019, on apprend que 11 000 heures de porno sont consommées chaque minute dans le monde et qu'environ 35% du trafic Internet global, c'est considéré comme du contenu pornographique. 35%. Plus d'un tiers. Plus d'un tiers, c'est des gens qui regardent du porno. Ils avaient aussi publié une carte des États-Unis avec les mots-clés les plus recherchés par État durant les élections aux États-Unis. Et on mettra le lien vers la carte parce que ça vaut le détour. Le mot le plus recherché en Floride, par exemple, était Trump. Pas hyper sûr de ce qui comptait trouver, mais bon. Et puis, donc, niveau recherche, en 2019, c'est amateur, alien. C'est les États-Unis, hein, ouais. Point of view, donc c'est la caméra en main et la caméra voit ce que la personne qui reçoit la faveur sexuelle voit. L'homme en général. L'homme en général, voilà. Belle Delphine. Belle Delphine, c'est toi qui me l'as dit, Amy, ça c'est une célébrité d'internet anglaise. Qui fait du cosplay, elle se déguise, etc. Ouais. Voilà, et puis aussi, donc cosplay à côté, et puis encore incest porn, donc du porno incestueux, du type j'ai baisé avec ma demi-sœur, j'ai baisé avec ma belle-mère, blablabla. Et quand même, quand on voit les recherches de ces types, on se dit quand même les mecs qui sont baisés du cerveau. Ah non, mais c'est... Après, là, on vous a mis vraiment les trucs drôles, hein. On vous a vraiment mis... Enfin, là, c'est vraiment... Enfin, les trucs drôles, entre guillemets, mais c'est vraiment les trucs... On a laissé de côté des trucs, il y a vraiment des trucs encore plus glauques, quoi. Mais comme tu dis, c'est grave, hein.
Et par contre, juste, si tu regardes sur les recherches de 2019, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette recherche de contenu amateur qui était en tête de liste en 2019. Et en fait, je vais juste citer une médecin, une doctoresse, Laurie Betito, qui dit il semblerait que les gens recherchent des représentations plus réalistes du sexe avec des vraies personnes et non pas des acteurs. Et je pense que c'est important de se rendre compte que la notion d'amateur, elle est complètement trompeuse. Pas dans tous les cas, mais dans une majorité des cas. On nous fait croire que c'est des amateurs et des amatrices, que c'est des gens comme nous, et que c'est des images qui dépeignent des relations sexuelles normales. Mais le plus souvent, il s'agit de pro-am, donc pour pro-amateurs, qui sont en fait des rapports scénarisés, donc qui vont être édités, coupés, montés avec une lumière, avec des maquilleurs, etc., joués par des acteurs et des actrices, mais qui en fait sont réalisés et sont mis dans une ambiance qui rappellera le sexe amateur et la vidéo faite maison. Mais donc dans la plupart des cas, quand vous regardez du sexe amateur, il y a une boîte de prod derrière, et c'est pas un type avec sa GoPro qui filme le rapport. Je pense que c'est très important quand même de s'en rendre compte. C'est que vous dites amateur, vrai sexe, pratique standard, pratique normale, etc. Non, ça reste des productions, ça reste scénarisé. C'est ça, ouais. Et tu sais, ça me fait penser au parallèle qu'on avait fait dans un autre épisode entre magazines féminins et puis les pages des comptes Instagram. Oui. D'un côté, on savait que les images des magazines, elles sont retouchées, mais de l'autre, quand les réseaux sociaux sont arrivés, en fait, on se disait, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est pas mis en scène. Et du coup, ce qu'on voit sur Insta, on a l'impression que c'est à la réalité de la vie des autres et on se compare, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et il y a toujours de la mise en scène. Et on peut vraiment faire le parallèle entre magazines féminins, porno professionnel d'un côté, et puis les comptes Insta, et puis porno amateur. Enfin, dans tous les cas, c'est pas une fidèle représentation de la réalité, même si on essaye de nous faire croire que ça l'est. Ouais. Non, et c'est hyper important, je pense, encore une fois. Je pense que quel que soit ce qu'on consomme comme média, que ce soit du porno, que ce soit de la musique, que ce soit de la télé, Instagram, quoi que ce soit, je pense qu'il faut juste déconstruire les choses et se rendre un petit peu compte de ce qu'on voit. Ouais. On peut continuer à regarder les trucs qui vous font délirer, même si c'est des trucs qui sont entre guillemets un peu honteux, etc. Mais déconstruisons, rendons-nous compte de ce qu'on voit. Regardons les choses pour ce qu'elles sont, même dans le porno. C'est ça. Et comme tu l'avais mentionné plus tôt, la majorité de ces vidéos, elles contiennent au moins une certaine forme de violence. Et moi, ce dont j'aimerais parler rapidement, c'est qu'aucune de ces vidéos, ou presque, ne mentionne le consentement. Le cas le plus courant, c'est celui où la femme, elle ne dit rien, mais elle fait quand même. Ce qui laisserait à penser qu'elle est donc consentante, vu qu'elle n'a pas dit non, clairement. Et ça, je veux le rappeler, si c'est pas un oui ferme, c'est un non. Le consentement, c'est pas c'est oui ou c'est non. Mais s'il n'y a pas de oui ferme, c'est un non. Ou alors, le deuxième cas qui est le plus courant, c'est où elle est clairement forcée. Alors ça, c'est un kink, c'est un fantasme. Il y a des catégories viol sur les sites porno. Voilà. Soit elle finit par changer d'avis. Donc au début, elle dit non. Ensuite, elle change d'avis, elle prend du plaisir. Ce qui implique en fait que si l'homme ignore son refus pendant suffisamment longtemps, elle changera d'avis. Et ça, c'est hyper problématique quand on voit à quel point la notion de consentement, c'est un concept qui est absolument étranger à tellement de monde. Ouais. En 2020, le collectif Nous Toutes avait publié les résultats d'une enquête qui avait été menée sur un peu plus de 100 000 personnes. 9 femmes sur 10 ont déjà ressenti une pression d'un partenaire pour avoir un rapport sexuel. Ouais. Et ça, on va en reparler plus loin, mais sérieusement, les mecs, arrêtez d'insister. Si votre partenaire, elle dit non une fois, vraiment, arrêtez d'insister. Et aussi, un autre truc, c'est qu'il est temps qu'on s'interroge sur la posture de l'étoile de mer. Parce qu'une femme qui fait l'étoile de mer, c'est pas une femme frigide ou une femme coincée ou je sais pas quoi. Non. C'est juste, il faut se questionner. Pourquoi est-ce que cette posture-là est adoptée pendant un rapport ? Est-ce qu'elle a mal ? Est-ce qu'elle est vraiment en train de kiffer le moment ? Enfin, Ouais. encore une fois, c'est toujours la même chose. On met la faute sur la partenaire féminine. On se moque de la personne. On se moque de la personne, Ouais. alors que le problème est ailleurs. Ouais. Et du coup, à ce sujet, donc toujours cette même étude, 70% des femmes déclaraient avoir eu des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas envie, sans pression directe du partenaire. Donc encore une fois, pour faire plaisir ou parce que la pression, elles se la mettent elles-mêmes. C'est probablement... Parce qu'on est tellement conditionné à ça, en fait, on le sait depuis tellement... Enfin, on nous le dit depuis toujours. Ouais. Mais c'est ça, elle est là, l'étoile de mer, elle est dans les 70%. Ouais, c'est ça. 8 femmes sur 10 rapportent des violences psychologiques, physiques ou sexuelles dans le cadre de leur rapport sexuel avec un ou plusieurs partenaires. Et plus d'une femme sur 4 déclare qu'un rapport sexuel s'est poursuivi alors qu'elle avait demandé qu'il cesse.
Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Non, et c'est là qu'on voit vraiment, comme on en a parlé au tout début de l'épisode, on voit les relations de domination dans les couples hétéros. Oui. C'est violent. Quand on voit les chiffres, c'est vraiment violent. Oui. Donc, un petit rappel, si c'est pas un oui ferme, c'est un non. Si la personne est ivre, c'est un non. Si la personne dort, c'est un non. Si la personne hésite, c'est un non. Si la personne ne dit rien, c'est un non. Si elle change d'avis au milieu du rapport et qu'elle veut arrêter, c'est son droit et c'est un non. Ça, okay. C'est important. Ça, ok. Non, ça, c'est très important. J'avais passé 30 ans le jour où j'ai réalisé que je pouvais, et pas forcément que ça me soit arrivé, mais que j'ai réalisé que si ça m'arrivait un jour, je pouvais, à la moitié du rapport, alors qu'on est déjà les deux à poil, dire finalement j'ai changé d'avis, je ne veux pas. Exactement. Et c'est pas que tu l'as allumé, c'est pas que tu as fait l'allumeuse ou quoi que ce soit. Rien. Non, on a le droit. Alors, on s'imprime bien ça, hein, les meufs. Ok. Et les mecs aussi, tout le monde. Et les mecs. Oh, putain, mais tu vois. Non, mais tout le monde, c'est ça, tu vois. Non, mais ça, on est conditionné. On est conditionné. C'est un truc de fou. Ouais. Même nous, on fait ce travail, on bosse, on fait des recherches, on est conditionné. C'est pas ta faute, c'est la faute de personne. C'est comme ça, on est conditionné. Ouais. C'est ça, ouais. Donc voilà, on mentionne le consentement parce qu'à notre sens, c'est la pointe de l'iceberg ou la racine du problème, hein, on ne sait pas trop. La violence, les rapports de force, les actes dégradants, agressifs, tout ça, c'est normalisé sur nos écrans et encore plus dans le porno. Et on nous fait croire que les femmes, en plus, y prennent du plaisir. Donc il faut qu'on arrête avec ces représentations toutes merdiques. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas aimer le sexe brutal, mais je pense qu'il faut réfléchir si vraiment, au fond de nous, on est OK avec ça, ou si c'était quelque chose qui a été construit par la société dans laquelle on vit et qui nous conditionne à aimer ça. Ouais. Encore une fois, déconstruisons, réfléchissons, remettons-nous en question. Ouais. Et si, après tout ça, on se retrouve exactement où on était avant ça, ben c'est très bien. Alors, allez-y. Ouais. Bon, rigolons un petit peu. Allez, un petit peu. Bon, le porno, c'est aussi des trends, hein, c'est des modes, etc. On vous a fait un petit florilège des catégories un petit peu what the fuck. On a laissé les catégories glauques de côté, hein, juste des trucs un petit peu rigolos. Alors, une catégorie qui s'appelle le yiff porn. C'est le sexe entre des personnes habillées en peluche géante. Une autre catégorie s'appelle le Japanese newscaster porn. C'est des femmes qui sont habillées comme des présentatrices de journaux TV, avec le décor, etc. Et qui essayent de présenter le journal pendant que... Voilà, vous voyez, vous imaginez ce qui se passe. Bon, le bear porn. Alors le bear porn, c'est intéressant, parce que j'en ai parlé avec un ami qui est tout à fait bien à fond dans le porn. Alors le bear porn, c'est deux choses. Non mais il m'a appris des trucs, il m'a envoyé de voir des trucs, mais j'étais là, mais Seigneur, quels sont mes amis? Bref. Il écoutera pas ce podcast, je peux dire ce que je veux, il parle pas français. Non, donc le bear porn, donc bear pour ours, c'est deux choses. La première chose, c'est des mecs poilus de 45 ans et plus et en surpoids dans des situations de rapport sexuel. Et la deuxième partie, qui moi ça par contre m'a fait beaucoup rire, ça c'est assez soft, mais apparemment il y a quelques années il y avait une trend de bear porn, c'était des hommes déguisés en ours en peluche qui allaient danser dans des enterrements de vie de jeune fille. Donc une espèce de striptease avec le gars qui arrive mais qui est déguisé en ours en peluche. Ouais. Voilà. Celle d'après, c'est Coming on Figurines, qui se traduit par éjaculer sur des figurines. Donc ça, c'est vraiment des vidéos, juste des vidéos d'hommes en fait qui passent du bon temps avec des poupées ou des figurines de super-héros. Voilà. Il y a le clown porn, donc le porno avec des clowns. Le Santa Claus porn, donc le porno avec le Père Noël. Et une autre catégorie qui m'a fait beaucoup m'interroger, c'est le cake crush porn. Donc en fait, c'est des femmes peu vêtues qui s'assoient sur des gâteaux. Donc, en fait, ça c'est une trend de base. C'est un truc que tu fais à l'anniversaire des gamins en général pour 1 an, où tu les mets sur une grande bâche, tu leur donnes un gâteau, puis tu les laisses smash the cake. Ouais. Je pense que ça doit être un dérivé de ça, un petit peu coquin. Donc voilà, donc elles sont pas très vêtues, elles s'asseyent sur des gâteaux, et puis voilà, je vous laisserai imaginer ce qui se passe après. Et puis, alors par contre, voilà, je vais juste terminer ce fabuleux chapitre pour vous parler de la Rule 34, donc de la règle 34. If you can think it, there is porn for it. Donc si vous pouvez l'imaginer, la version porno existe.
Ça, c'est quand même drôle. Quand tu m'as dit cette phrase, j'ai trop ri, c'est vraiment marrant. Et c'est vrai, en fait, c'est vraiment... Les statistiques de Pornhub, ils montrent chaque année qu'il y a des surges, donc des explosions dans les recherches de catégories par rapport à ce qui se passe l'année-là. S'il y a un désastre écologique, les élections, les films qui sortent, en fait, tout ce qui est un peu dans l'actualité se retrouve ensuite dans des recherches porno. Ça se retrouve dans le porno. Ouais. Dans les recherches et ça se retrouve dans le porno. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est très drôle. Oui, vraiment. Ouais. Bon, puis alors sur un point là qui est vachement moins drôle, qui est même pas du tout drôle du tout, il faut quand même aussi qu'on soit conscient et consciente que sur des sites porno, sur les sites porno, il y a des centaines de vidéos de viols qui sont hébergées. Il y a plusieurs histoires qui sont sorties en plus dernièrement aussi, où des jeunes filles ou des femmes ont été violées, l'agresseur ou quelqu'un d'autre a filmé et puis les vidéos se sont retrouvées en ligne. Et ces femmes ont contacté les sites et les plateformes à de nombreuses reprises sans aucune réponse. Donc voilà, il faut aussi savoir que sur ces plateformes, Pornhub, YouPorn, tout ça, il y a des vidéos de viols d'enfants et de femmes et que apparemment ça ne dérange pas plus que ça les responsables de ces sites. Et puis en parallèle, c'est très compliqué. Une fois que quelque chose est sur Internet, c'est quasiment impossible de le faire disparaître complètement. Ouais. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant on va parler du traitement des actrices dans les productions qui est aussi très problématique et puis qui est là aussi un autre pan des violences faites aux femmes. Oui, tout à fait. Pour développer un petit peu ce sujet, on a lu et regardé des commentaires, lu des livres. J'aimerais vous conseiller deux choses. Le premier, c'est le documentaire d'Ovidie qui s'appelle Pornocratie, qui est disponible sur Amazon Prime et Apple TV. C'est un documentaire qui dure environ 1h30, qui est très très bien fait et qui parle en parallèle du traitement des femmes, mais également à quel point l'industrie du porno, c'est une machine énorme et qui explique le monopole, etc. C'est vraiment très très intéressant. Et c'est quelque chose que vous pouvez regarder sans trop de problèmes, entre guillemets. C'est pas très explicite. Il y a peu d'images explicites, etc. Donc ça, c'est vraiment très 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 bon reportage. Et la deuxième chose que j'aimerais vous conseiller, c'est le livre de Robin DiAngelo, qui s'appelle Judy, Lola, Sophie et moi, dans lequel en fait il raconte son expérience de journaliste infiltré dans les productions de Jackie et Michel pendant 1 an. Et si vous n'avez pas forcément envie de lire le livre, vous pouvez aussi, ou bien et en plus, écouter l'épisode des couilles sur la table qui s'intitule Jackie et Michel et les autres, dans lequel Victoire Toyon et Robin DiAngelo parlent du livre. Donc je vais vous lire juste un petit passage de ce livre. Il dit « J'assiste à une scène de sodomie où l'actrice demande au producteur d'arrêter. Elle lui dit que ça lui fait mal, mais le producteur insiste alors qu'elle redit non. Le producteur finalement lui dit cette phrase que j'ai trouvée assez parlante. Il lui dit « Tu crois qu'une patineuse artistique, elle se fait jamais mal à la cheville ?» Et en fait, c'est très intéressant parce que ça montre comment finalement l'actrice n'a pas le pouvoir de dire non à ce genre de pratique. Il y a énormément à dire sur la condition des femmes dans le porno. On va y passer quand même rapidement, mais ce qu'on sait de base, c'est que les femmes, elles sont déjà plus payées que les hommes. Ce qui sous-entend que l'homme, il a une compensation d'ordre sexuel, donc il a besoin de moins d'argent, alors qu'il faudra rémunérer la femme mieux parce qu'elle va être contrainte dans sa sexualité et contrainte à des pratiques qui ne sont pas toujours agréables. Donc ça, c'est la première chose. On l'apprend dans le livre de Robin DiAngelo. La plupart des femmes qui font du porno, qui se lancent dans le porno, elles disent se lancer pour l'expérience, pour se faire de l'argent, pour essayer. Les hommes disent, et pardon ma vulgarité, qu'ils font du porno pour se vider les couilles. Ça montre aussi à quel point les hommes savent qu'ils vont aller là-bas et qu'ils vont prendre du plaisir, alors que les femmes le font pour l'expérience, le font parce qu'elles ont eu des traumatismes, le font parce qu'elles ont besoin de fric, etc. Bon. Ou aussi parce qu'elles aiment. Oui, alors bien sûr, c'est possible. Et c'est ce qu'il le dit. Et merci de le mentionner. Certaines femmes prennent du plaisir dans certaines pratiques. Je pense qu'il y a des pratiques qui sont extrêmes et même simplement aussi des pratiques qui ne sont pas forcément alignées avec ce que tu aurais envie de faire, où tu ne prends pas forcément du plaisir. Dans le reportage de Ovidie, là, le Pornocratie, elle va à un moment, je crois que c'est en Ukraine, c'est dans l'Europe de l'Est, et en fait, elle parle avec plusieurs actrices, et les actrices, elles racontent que pour la plupart d'entre elles, les premières pratiques, entre guillemets, un peu extrêmes, tout ce qui est sodomie, tout ce qui est double pénétration, etc., c'est des choses qu'elles ont faites pour la première fois sur le plateau. Je pense pas qu'une sodomie avec 50 personnes autour qui filment et un type qui a un chibre comme os, je pense pas que tu prends vachement de plaisir. Ouais, non. Bon.
On sait aussi que les femmes, elles durent moins longtemps dans le milieu de la pornographie parce qu'il y a un constant besoin de chair fraîche. Et le fait est que les femmes sont plus filmées dans les productions porno, leur corps, leur visage, etc. Et qu'en fait, on ne peut pas les garder trop longtemps, il faut du renouvellement. Tandis qu'un homme, Roman Angelo dit qu'un homme dans le porno, c'est beaucoup plus compliqué d'y entrer, mais une fois qu'il y est, c'est 10, c'est 15 ans. Tant qu'il bande, tant que ça marche, c'est bon. Et puis, je pense que c'est aussi important de se rendre compte que beaucoup d'actrices rapportent des violences, de la contrainte, de la surprise, ou carrément du gaslighting. Leonarda Ginsburg, qui est une ancienne actrice X qui avait joué notamment dans des productions pour Jackie et Michel, elle raconte qu'elle avait accepté de tourner avec 2 acteurs, qu'arrivés sur place, ils étaient 4. Un d'eux n'avait même pas ses papiers, donc elle dit au niveau de contrôler l'hygiène, etc., tu te sens pas vraiment très très bien. Et puis, arrivé à la moitié du truc, on lui annonce qu'il y aurait une double pénétration. Et en fait, elle raconte qu'elle a dû négocier pendant de longues minutes, argumenter, etc., afin de ne pas pouvoir le faire. Et c'est quand même grave, déjà, d'être bloqué comme ça et de devoir dire non à une situation que tu n'avais pas acceptée de base, en fait. Et puis, Roman Angelo, il rapporte également que lors d'un tournage où il était cadreur, le réalisateur s'est approché de lui en lui disant fixe bien la caméra sur l'actrice parce qu'en fait, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Je veux capturer son émotion la plus crue possible. Et ça me rappelle de ce dont on a parlé dans les derniers épisodes sur le cinéma. C'est aussi quelque chose qui est arrivé à une actrice. Le réalisateur avait été condamné, alors il avait été condamné à rien du tout, mais il avait quand même été condamné par principe. Et là, dans le porno, ça passe crème. Et Virginie Despentes, elle le dit très bien, elle dit « Le porno se fait avec de la chair humaine, avec de la chair d'actrice. On a trouvé des dizaines d'anecdotes de ce genre en préparant l'épisode. Vraiment, moi, ça m'a mis une boule à l'estomac. C'était vraiment déprimant. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a aussi poussé à chercher des alternatives pour vous proposer aussi à vous qui nous écoutez des solutions. Comment on peut, une fois qu'on a déconstruit, comment on peut consommer différemment. Et du coup, on s'est tourné vers le porno féministe. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler de porno féministe, honnêtement, j'ai levé un peu un sourcil. Pour moi, dans ma tête, le porno, c'est vraiment tout ce dont on a parlé plus haut. Ça inclut les violences, ça inclut le sexisme, c'est des situations dégradantes qui ne sont donc déjà de base pas très féministes. Et en parallèle, moi, je prenais le porno féministe comme très vanille, tu sais, très missionnaire, très doux, etc. Pas du tout. Parce que le porno, finalement, c'est rien d'autre qu'un média sexuellement explicite. Et en fait, l'adjectif féministe dans le porno, ça décrit pas forcément les pratiques, donc c'est pas un missionnaire, quelque chose de très doux, etc. C'est vraiment, ça se réfère vraiment à une forme d'idéologie. Le porno féministe, il s'affaire à présenter le sexe d'un point de vue égalitaire et inclusif, en plaçant le plaisir des uns et des unes au même niveau que le plaisir des autres, et en donnant l'accès au plaisir à des personnes qui sont généralement laissées sur le bas-côté. Le porno féministe, il se veut, du moins en règle générale, un espace d'expression et de plaisir pour les personnes queer, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes de couleur, et quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit la classe, quelle que soit la morphologie, etc. etc. Et de la même manière qu'il n'y a pas un porno féministe, il n'y a pas une sorte de porno... Pardon, de la même manière qu'il n'y a pas un féminisme, il n'y a pas une sorte de porno féministe. C'est vraiment une ombrelle pour plein de catégories de porno qui est plus éthique. Exactement, ouais. Et pourquoi du coup c'est plus intéressant de consommer du porno féminisme que du porno mainstream? Pour plusieurs points qu'on va aborder. Déjà, le premier, pour l'absence de male gaze. On en a parlé plusieurs fois du male gaze. Le male gaze, c'est une façon de filmer en adoptant le point de vue d'un homme hétérosexuel. Donc le porno féministe, il n'adopte pas forcément le female gaze, mais il adopte plutôt un regard neutre qui privilégie les points de vue divers. La caméra, elle n'est pas braquée uniquement sur les femmes. Et on y voit aussi davantage le plaisir de tous les protagonistes. Et le porno féministe n'est pas uniquement tourné vers la gratification masculine. Ouais, tout à fait. Et comme je le disais un peu plus tôt, c'est beaucoup plus inclusif. Je pense que c'est vrai que le porno, c'est fait par les hommes pour les hommes, mais je pense qu'il serait encore plus précis et plus exact de dire que le point de vue du porno mainstream, c'est celui d'un homme hétérosexuel blanc, et que la normalité à la base, c'est un homme blanc. Et ça se retrouve dans les sujets et les contenus des vidéos porno, mais aussi leurs titres. Si les deux protagonistes, hommes et femmes, sont blancs, il y aura des détails sur le physique de la femme, ou alors on donnera sa tranche d'âge, MILF, teen, etc.
ou alors on aura une caractéristique physique, gros seins, épilés, etc. Jamais on va dire couple blanc ou fille blanche. Dans le cas d'un rapport hétérosexuel entre deux personnes blanches. Si la femme est racisée, ce sera précisé dans le titre, hein, c'est un king, ce sera black, asiatique, beurette, ce sera vraiment quelque chose qui apparaît, qui sera très très clair. Si l'homme est racisé, en revanche, ce sera précisé aussi, mais ce sera souvent suivi d'une caractéristique physique. Et ce que je trouve très intéressant, et c'est là aussi où on voit que le porno mainstream est éminemment raciste, c'est que si l'homme il est racisé, on va mentionner sa race, noir, asiatique, etc., et ses caractéristiques physiques. C'est souvent homme noir, grosse bite, etc., etc. Alors que si l'homme est blanc, on va donner son statut. Ce sera le petit ami, ce sera le mari, ce sera le beau-père, ou que sais-je. Mais c'est un statut social contre une description physique, corporelle ou de couleur dans le cas d'une race. Et puis après, si les deux sont racisés, ce sera aussi précisé. En général, ça sera couple noir, black couple, Asian couple, etc. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que le porno féministe, c'est aussi plus d'éthique dans le traitement des actrices et des acteurs. Et pour ça, je vais vous citer Lucy Blush, qui est une réalisatrice de porno féministe, qui dit « Pour moi, faire du porno féministe signifiait appliquer les valeurs du féminisme au monde du X, au niveau de la production. C'est-à-dire, par exemple, avoir des conditions de travail éthiques et verser des salaires en fonction de l'expérience, pas du genre de la personne. En fait, il s'agit simplement de ne pas traiter les acteurs comme des bouts de viande, mais comme des êtres humains. Ça paraît bête, mais l'industrie du porno traditionnel aujourd'hui, il n'y a rien d'humain, malheureusement. » Ouais. Et puis la dernière chose aussi qui est beaucoup plus présente dans le porno féministe et qui peut aussi, ça je pense que c'est important d'en parler, Mélo, c'est toi qui m'en as parlé la semaine dernière, c'est aussi important juste de mentionner. Donc le porno féministe, on voit des vrais corps. C'est tous les âges, c'est toutes les couleurs, on voit des bourrelets ou pas, des seins naturels ou pas, des poils ou pas, et tout ne tourne pas autour de l'éjaculation masculine. Hein. On est loin du combo fellation, missionnaire, levrette, éjaculation sur le visage. Mais c'est aussi important de se rendre compte que vu qu'on a été conditionné pendant toute notre vie à un certain genre de corps, à un certain genre d'acteurs, etc., le porno féministe, je vais y arriver, de base, ça peut être un petit peu bizarre, un petit peu étrange, parce qu'on est loin vraiment de ces standards physiques, on est loin des acteurs qu'on a l'habitude de voir. C'est ça, ouais, il faut un petit temps d'adaptation, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, là maintenant on arrive à la dernière partie dans laquelle on va vous donner quelques clés pour réfléchir à la sexualité et à d'autres manières de l'envisager. Ouais, tout à fait. Alors pour ça, je vais recommencer à citer Maya Mazorette. Nous aimons Maya Mazorette de tout notre cœur. Dans la préface de son livre Jouir, elle dit les femmes. C'est pas le sien. Elle fait la préface de celui-là. Autant pour moi. Ah oui, non, c'est ça. Je la cite elle qui a préfacé le livre Jouir. Pardon. Ah oui, c'est ça. Voilà. Je raconte n'importe quoi. Elle dit donc dans cette préface, les femmes sont censées réceptionner le plaisir plutôt que de s'en emparer. Elles sont supposées subir plutôt que de considérer la jouissance comme une compétence à acquérir. Il est crucial et urgent de faire bouger les lignes d'une culture sexuelle qui entrave l'accès des femmes à leur propre plaisir. Et puis aussi, en l'absence d'une connaissance nette de ce qui leur fait du bien, le comportement par défaut s'est longtemps résumé, pour beaucoup de filles, à simplement accepter les exigences sexuelles des garçons, déduisant de ce qu'elles vivaient et entendaient autour d'elles que le sexe, ça doit être ça. Et j'ai envie de dire aux meufs, on a envie de dire aux meufs, si ça vous intéresse et si vous y voyez un intérêt vraiment, prenez en main votre sexualité, qu'elle soit solo ou en couple. Se réapproprier sa sexualité, c'est un vrai enjeu féminisme et c'est un énorme pan du développement personnel dont on ne parle pas beaucoup, hein, vraiment. Renseignez-vous, lisez, éduquez-vous, apprenez à connaître et à reconnaître votre et notre propre corps. Il faut apprendre à se voir comme un corps et comme un sujet désirant. Et encore une fois, on en a parlé plusieurs fois, déconstruisons ce qu'est la sexualité. Donnons-nous le droit d'être des femmes avec du désir, des envies, de l'assumer tout ça. Et ça, vraiment, c'est une des clés, et même une des clés principales, je dirais, d'une sexualité épanouie. Mm-hmm. Et comme on l'a aussi déjà dit avant, hein, laisser la conduite de la sexualité entièrement aux mains de son mec, c'est bien souvent la bonne manière pour s'ennuyer et se désintéresser du sujet. Parce
que les hommes, ils sont égoïstes, ils sont paresseux, ils pensent qu'une pénétration de 5 minutes est suffisante. C'est la loi du moindre effort pour une satisfaction rapide. Ouais. Mesdames, votre sexualité vaut mieux que ça. Et celle des hommes aussi. Oui. Je pense vraiment que hommes et femmes, on a tout à découvrir en matière de sexualité et on ne prend pas assez le temps de se pencher sur la question. Je cite encore un passage de ce livre. 57% des femmes âgées de 18 à 40 ans jouissent la plupart du temps lorsqu'elles couchent avec un homme, tandis que leurs partenaires jouissent 95% du temps, selon un sondage publié par Cosmo sur un échantillon de 2300 femmes. Et encore une fois, Maya Mazoret, elle le dit, les chiffres sont connus, mais ils restent abstraits, comme s'ils appartenaient à une aspiration flottante qui demande trop de boulot ou que nous ne méritons pas. Ils n'entraînent pas de prise de conscience et quasiment aucun changement de pratique. On sait que quelque chose coince, on a accès à une information qui nous explique comment décoincer la situation, et pourtant, ce que nous faisons au lit n'évolue que très lentement. Cela non plus n'est pas que votre faute. Changer une culture demande du temps, une disponibilité dont nous manquons souvent. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je me demande, ce que je me suis demandé vraiment en préparant cet épisode, c'est comment est-ce qu'on passe du combo porno-violence contre les femmes à vraiment l'empouvoirment des femmes. Alors, on s'est dit que la communication nous paraissait la clé, qu'il ça paraît nécessaire d'avoir une discussion franche et claire avec sa partenaire sexuel. Donc, en premier, voilà, parler du consentement, mettre au clair ce qu'on se dit quand on a envie et quand on n'en a pas envie, afin de ne plus avoir à se forcer après des demandes répétées et afin que l'homme arrête d'insister si sa partenaire a dit non déjà une fois. Et que la femme arrête d'insister si l'homme a dit non aussi, hein, ça va aussi dans les deux sens. Voilà, c'est pareil dans les deux sens. Le consentement, c'est juste, c'est dans ça les marche deux pour sens. tout le monde. Hein. Voilà, insister 20 fois afin que sa partenaire cède, c'est toxique. Et céder, c'est pas consentir. Donc, parler de ce dont on a envie, c'est pas la fin de la surprise et de l'excitation. Essayez une fois de parler, de demander le consentement pendant l'acte même. Vous verrez que c'est hyper romantique. Ouais. Ensuite, on peut demander à sa partenaire s'il ou elle est d'accord pour telle ou telle pratique. Il faut quand même bien garder en tête que si vous ne demandez pas à votre partenaire s'il ou elle est d'accord, par exemple, d'être étranglé pendant l'acte et que vous le faites, c'est que vous n'avez pas envie d'entendre la réponse. C'est que votre désir passe avant le sien et son consentement ne vous intéresse pas. Ouais. Je te coupe 2 secondes à ce sujet-là. Moi, je pense aussi qu'il y a vraiment cette peur de demander, parce qu'on cette peur de s'entendre dire non, en fait, finalement. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de pas poser la question et puis de faire ce dont on a envie, parce qu'on se dit spécialement, encore une fois, spécialement les femmes, vu comment on a été conditionnées, que sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Vous pouvez aussi réfléchir à ce qui peut être fait comme pratique qui n'inclut pas la pénétration. Comme on l'a dit avant, il y a un droit à l'orgasme. Les femmes comme les hommes ont le droit d'avoir un orgasme à chaque rapport. Et c'est aussi bien sûr OK de ne pas l'atteindre si on n'en a pas envie. Voilà. Il y a aussi oser dire que c'était pas bien ou qu'on n'a pas eu d'orgasme. Je crois vraiment que les femmes, on doit aussi faire un travail là-dessus. Mais bon, on l'a dit, on a été conditionnés comme ça. Voilà. Tout ce qu'on dit, c'est pas pour se flageller. Hein. Mais nous, il faut qu'on arrête de ménager les hommes parce qu'en 2021, on a tous et toutes le droit d'avoir des partenaires sexuels compétents. Et jouer à l'autruche comme ça va améliorer les compétences de personne. Ah, ça aide personne, exactement. Ça aide personne. Les mecs, de leur côté, ils doivent arrêter d'être susceptibles sur la question et accepter d'entendre la réalité. S'ils sont de mauvais coups, il faut qu'ils le sachent. Ouais. Et Martin Page le dit, tellement de femmes se forcent, simulent, n'osent pas parler de ce qu'elles désirent ou ne désirent pas, et tellement de mecs sont satisfaits d'eux-mêmes et pas à l'écoute. Ça doit changer. Les hommes doivent changer. Et moi aussi, je suis vraiment persuadée, les hommes doivent changer. Ils doivent arrêter de penser que la sexualité est un dû, qu'elle leur est due. Ils doivent se remettre en question. Ils doivent considérer l'autre comme une partenaire et pas comme un objet sexuel là pour les satisfaire. Ils doivent cesser de tout faire tourner autour de leur bite en érection. Ils doivent arrêter de se comporter comme des égoïstes en exigeant la fin du rapport quand ils ont joui. Voilà. Ouais. Et un dernier point après tout ça, ça vous a bien donné des idées, quand même un petit, que vous sachiez à quoi vous attendre, les filles, les meufs. Si vous commencez une petite révolution sexuelle dans votre couple, alors ça peut hyper bien se passer et puis aller comme sur des roulettes, mais il y a quand même des chances qu'il y ait des résistances.
parce que les hommes, ils sont pas prêts à laisser tomber leurs privilèges en une seule discussion. Alors, ça fait chier pour nous, c'est usant pour nous, parce que c'est nous qui devons prendre sur nous, expliquer, parler, leur passer la pommade dans leur petit dos de fragile, hein. Mais c'est le chemin. C'est le chemin. Non, mais Mais c'est le chemin par lequel passer pour se réapproprier la sexualité et parvenir à des relations plus égalitaires. Voilà, on veut bien accepter quelques résistances, mais si votre mec, il continue de refuser le dialogue, il continue de faire des actes sans votre consentement, eh ben franchement, mesdames, la vie, elle est bien trop courte pour rester avec un con pareil. Hein. Vous méritez mieux, je vous le dis. c'est pas faux. Bon, pour revenir sur le porno féministe quelques minutes, si ça vous intéresse, si on éveille votre curiosité, Erika Lust, Anna Brownfield, Petra Joy, Lucy Blush, etc. Et puis juste un petit point aussi à faire, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est ce concept de trouver ce qu'on cherche entre deux clics. On ne browse pas Pornhub comme on browse Netflix. Hein, on ne va pas y passer des heures en pesant le pour et le contre, en disant qu'est-ce que j'ai envie de regarder, etc. On choisit du contenu porno dans l'instant pour le côté érotisant et pas pour la qualité des productions. Et je pense qu'il faudrait quand même être un petit peu plus exigeant et exigeante, faire des recherches en amont sur ce qu'on a même pas forcément envie de voir, parce que ça je pense ça dépend du moment, mais ce qu'on accepte de voir. Ouais. Et les conditions dans lesquelles ce qu'on aurait envie de voir a été fait. Et en fait vraiment se préparer, on va dire une petite bibliothèque, pour qu'en fait, le moment venu, on puisse privilégier la qualité et pas la rapidité, en fait. Je pense que c'est quand même important de se rendre compte de la différence et aussi à quel point ce besoin de rapidité, on va dire, ça nous empêche souvent de trouver de la qualité. Ouais. Et je vais vous citer, c'est l'épisode des citations aujourd'hui, je vais vous citer Camille Emmanuel dans Sex Powerment, que Mélo nous montre maintenant. Elle dit « Je crois à l'éducation au porno comme je crois à l'éducation au goût. Il existe du porno qui ouvre notre fantasmatique sans nous imposer d'image mentale et qui peut avoir un effet émancipateur et libérateur. Il permet d'explorer les fantasmes qu'on ne vit pas au quotidien et de découvrir des pratiques qui sortent du triptyque préliminaire, pénétration, dodo. Triptyque que l'on retrouve dans les films, les séries et les magazines féminins. » Donc vraiment, c'est quelque chose, encore une fois, prenons le temps, éduquons-nous. Je doute que vous allez voir un film au cinéma sans avoir lu le résumé et sans avoir regardé un petit... Non mais voilà, c'est vrai. Et je pense que c'est quand même un effort qui est important de faire aussi au-delà du porno. Et puis, quelque chose qui est important, c'est parler de porno à ses enfants. Ou à ses cousins, ses cousines, ses petits frères, ses petites sœurs. Hein. Alors, ils y seront confrontés de toute façon. Hein. C'est ça. Et voilà, on ne dit pas que c'est facile, mais... Moi, je pense que c'est quand même indispensable quand on sait qu'en 2018, 11% des enfants français de moins de 11 ans avaient déjà été confrontés à du contenu pornographique et que ce chiffre grimpe à 31% à partir de 13-14 ans. C'est ce que tu dis, c'est impossible d'empêcher que ça arrive. Et la plupart du temps, ces enfants, ils sont confrontés au porno sans être accompagnés d'un adulte ou sans avoir de cadre, en fait. Et donc, je pense que c'est quand même hyper important d'être proactif. Vous pouvez parler d'amour, parler de sexualité, parler de relations en général. C'est aussi important de profiter de certaines occasions pour ouvrir le sujet, que ce soit une émission de TV, que ce soit un pop-up sur l'ordinateur, que ce soit une pub sexiste dans la rue. Mélo l'a dit avant, vous sortez dans la rue, il y a 1 million de possibilités qui s'offrent à nous pour commencer à parler. Voilà, ça peut être la notion de consentement d'abord, ça peut être la notion de relation, ça peut être... vraiment y aller par petits pas, aborder le sujet dès que l'enfant a accès à un smartphone sans surveillance aussi, parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est très 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 facile, c'est trop facile ou de trouver du porno sur internet ou de s'en faire envoyer sur WhatsApp, sur Snapchat, etc. Quelque chose d'autre qui est important, et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être directement lié au porno si ça vous met mal à l'aise, mais aider les enfants à distinguer la fiction de la réalité. Ça, on peut utiliser plein de médias. Mélo, tu l'as dit avant, on peut utiliser les journaux, on peut utiliser les films, les séries. Et puis si vous vous sentez, ou quand vous vous sentez assez à l'aise pour parler du porno, vraiment expliquez-leur que c'est des films qui sont scriptés, que les protagonistes sont des acteurs, que c'est pas la réalité. Parlez aussi de la violence dans la vie de tous les jours. Parlez de la violence dans les rapports sexuels, encore une fois, sans forcément même mentionner le porno, mais parler que les vrais rapports sexuels
voilà, la femme, il y a une place, que c'est pas forcément de la violence. Et puis expliquez-leur les physiques normés, expliquez-leur que voilà, la femme, elle n'a pas besoin d'être maltraitée pour que ce soit intéressant. Et puis voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais il faut expliquer que le porno, c'est pas un sujet tabou, c'est pas un sujet honteux, et qu'il est important d'en parler avec un adulte, hein. Surtout si l'enfant il a des questions, surtout s'il a vu des images qui l'ont choqué. Pas forcément un parent, ça peut être un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un parrain, une marraine. Ça peut être vraiment n'importe qui, mais je pense qu'il est aussi important de montrer que le porno, c'est pas forcément quelque chose qu'on doit regarder comme ça en secret, etc. Je parle pas d'avoir un enfant qui partage ce qu'il a vu avec ses parents ou avec des adultes, mais non, mais partager ses angoisses, partager s'il a été choqué, etc. C'est vraiment très important. Et puis surtout, ne pas culpabiliser l'enfant d'avoir été mis face à ce genre de contenu. Ne pas le forcer à partager des détails s'il ne ressent pas le besoin, mais juste lui expliquer clairement que la porte, elle est toujours ouverte s'il a besoin, s'il veut poser des questions ou s'il y a des choses qui l'ont mis mal à l'aise. Ouais. Avant que la normalisation, elle s'insinue, avant qu'il commence avant qu'il en ait vu suffisamment pour que ça soit devenu déjà normal, à 11, 12 ou 13 ans. Parce que là, clairement, on crée des monstres à l'âge adulte, quoi. Que ce soit des monstres de violence. Ouais, des violeurs, ou alors justement des types qui n'ont absolument rien à foutre du plaisir de la femme. Ouais. Donc voilà, pas facile, mais indispensable. C'est ça, ouais. Donc voilà, dans cet épisode, on a analysé ce qu'est le porno, comment il est construit, ce qu'il véhicule comme image et comment il impacte nos sexualités. Réaliser ce qu'on vit, s'interroger, c'est un premier pas. Ensuite, il faut faire un peu de travail personnel, hein, comme on l'a dit, il faut s'informer, lire, écouter des podcasts, y consacrer du temps. On va vous donner là quelques pistes et des ressources pour que vous puissiez entamer ou continuer le travail de votre côté, pour vous éduquer et ouvrir vos perspectives. Donc, toutes ces listes seront dans la légende de l'épisode. Donc, pour ouvrir son esprit et s'éduquer sur la question du plaisir féminin, donc il y a le livre « Sortir du trou, lever la tête » de Maya Mazoret, « Jouir en quête de l'orgasme féminin » de Sarah Barmak, « Sex Powerman » de Camille Emmanuel ou « Au-delà de la pénétration » de Martin Page. Pour des conseils pratiques, il y a « Jouissance Club » de June Plat, qui est un très bon livre avec dedans des schémas. Des petits schémas, des petites explications. Vous pouvez aussi écouter les podcasts et pas seulement le nôtre. Les couilles sur la table, c'est un excellent podcast de Victoire Toyon. On peut vous conseiller quelques épisodes. Il y a l'épisode avec Maya Mazoret, encore elle, Sortir du trou et érotiser les hommes. Un épisode s'appelle Pénétrer, l'épisode des orgasmes masculins. L'épisode Jackie, Michel, les autres, dont j'ai parlé avant, avec Robin D'Angelo. Et puis sinon le podcast Première et Dernière fois, qui regroupe des témoignages de personnes qui parlent de sexualité tout à fait différentes, ou encore Le son du désir, qui là est un espèce de podcast un peu érotique, avec des histoires qui sont lues, etc., qui est vraiment excellent. Cool. Aussi comme série, par exemple, il y a Normal People, où on y voit une première relation sexuelle entre deux jeunes, et cette scène est vraiment très bien écrite et réalisée. La jeune femme n'est pas un objet, c'est elle qui est active, elle dit ce qu'elle aimerait. Le jeune homme, il est attentionné et hyper à l'écoute. C'est vraiment une super belle première fois à voir dans cette série. Et puis comme compte Instagram, on a Macha s'explique, Wikipédia ou Jouissance Club. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, comme Mélo l'a dit, hein, c'est vraiment, nous on vous donne des pistes, on vous donne des clés, on espère qu'on vous a aidé un petit peu à déconstruire, à voir les choses différemment. Et puis voilà, après maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour commencer cette déconstruction et pour on espère avoir un rapport un petit peu différent à la question. Ouais. Du coup voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi nous laisser un tas d'étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous des commentaires sur YouTube. Ça nous aide beaucoup à le faire connaître et à continuer notre travail. Exactement, ouais. Et puis nous du coup, on se retrouve en octobre pour le prochain épisode. Ouais. À bientôt. À bientôt.